Alors ce que vous avez sous les yeux, personne n'a pu le voir avant vous. Nous avons en effet les traces principalement du passage de deux archevêques à deux époques. La première époque, c'est le début du XIVe siècle, avec comme archevêque de Narbonne Bernard de Fargue, qui n'est autre que le neveu du pape Clément V. Bernard de Fargue a apporté de grandes transformations dans cette salle. C'est à lui que nous devons par exemple les peintures murales dont pas mal de vestiges sont encore présents, et aussi une salle dans laquelle le plancher n'était pas à la hauteur du plancher que vous voyez là, qui a été surbaissé, mais dont le niveau nous est donné par l'archevêque que vous avez face à vous et qui arrive, lui, de ses appartements particuliers. Cette salle, qui fait 20 mètres de long sur 8 mètres 40 de large, était déjà un lieu prestigieux, puisque nous savons qu'il a pu servir à une séance des États généraux du Languedoc en 1430. L'autre étape dans la transformation de la salle date du XVe siècle, vient du passage de deux archevêques qui se sont succédés sur le trône épiscopal entre 1436 et 1460, Jean et Louis d'Harcourt. Avec eux, ces lieux ont subi de grosses transformations. C'est Jean d'Harcourt qui a passé commande du plafond que vous avez sous les yeux. C'est Jean d'Harcourt qui a décidé de camoufler les peintures de Bernard de Fargue sous un badigeon qui existe encore sur le mur nord, à travers lequel vous pouvez deviner la présence, malgré tout, en transparence, des peintures de Bernard de Fargue. Mais Jean d'Harcourt n'est pas resté là dans les transformations du lieu. Il a décidé aussi de subdiviser cette salle en trois ensembles. Alors, si vous regardez la poutre la plus éloignée, vous allez voir dans le quart le plus à gauche de cette poutre une trace claire qui signalait là la présence d'une cloison. Si maintenant vous regardez l'avant-dernière poutre et le dessous de cette avant-dernière poutre, vous allez voir des encoches qui permettaient par un jeu de tenons et de mortaises de subdiviser encore le lieu. En fait, au lieu d'une salle, il y en avait trois. Alors il y avait le corridor dans lequel s'engage l'archevêque, il y avait près de la cheminée une salle de taille relativement modeste qui très certainement servait d'usage quotidien quand il n'y avait pas de visiteurs de marque et dont on perçoit les limites avec les traces de noir de fumée sur les poutres. Et puis il y avait enfin la salle d'apparat d'une centaine de mètres carrés seulement qui se trouvait entre l'avant-dernière poutre et l'endroit où nous sommes. Ce plafond est caractéristique d'œuvres longtemps négligées et dont on est en train de s'apercevoir qu'elles sont très nombreuses et de grande qualité, plus particulièrement dans l'arc méditerranéen. Il est typique des plafonds languedociens des XIV et XVe siècles. On y retrouve des poutres maîtresses en sapin, abattues en 1446, qui portent des peintures décoratives faites d'entrelacs, de végétaux stylisés, ou sur lesquelles on peut trouver les armes du maître des lieux, l'archevêque d'Harcourt. Mais la grande caractéristique de ces plafonds, c'est l'attention qui a été portée au closoir, c'est-à-dire ces plaques de bois situées entre deux chevrons pour en clore l'intervalle, closoir ou bugé. Il y en avait plus de 200 à l'origine, il nous en reste plus d'une centaine bien clairement lisibles. Alors regardons de près les closoirs situés au-dessus de nos têtes. Chacun mesure 40 cm de long, 20 cm de haut. Mais ces closoirs ne pouvaient être visibles qu'à une certaine distance, puisque le plancher était à l'origine 4,50 m en dessous. Il a donc fallu, pour les artistes, apprendre à être bien lisibles à cette distance, d'où le sens du raccourci qu'ils cultivent comme dans les bandes dessinées, leur souci de souligner le contour des personnages d'un trait noir, leur désir de passer souvent des teintes relativement à plat et leur recherche en économisant les moyens de la force de l'expression.
vous remarquerez que ces peintures, qui n'ont connu aucune restauration, ont conservé des teintes d'une vivacité surprenante à travers le temps. Elles ont dû être effectuées en 1450. La diversité des thèmes abordés surprend le visiteur. Animaux multiples, beaucoup d'oiseaux, notamment de très nombreux échassiers, mais aussi, à côté de ces animaux bien réels, tout un bestiaire fantastique, surprenant par sa créativité. À côté de cela, des scènes montrant la vie sociale, telle qu'elle pouvait se dérouler au XVe siècle, à la fois chez les aristocrates, mais aussi chez les gens du commun. En fait, derrière ces scènes hétéroclites et à la variété surprenante, se cache sûrement tout un univers. L'univers propre à un ecclésiastique de haut rang au XVe siècle. Quand on nous montre un chien, c'est un lévrier, un chien d'aristocrate. Quand on nous montre un oiseau, c'est souvent un échassier. Donc il y a volonté d'affirmer un rang social. De cette volonté relève aussi la volonté de consacrer les closoirs de toute une poutre aux armes du chapitre de Narbonne et des Harcourt. Ce n'est pas n'importe qui peut être archevêque de Narbonne. Nous avons vu que Bernard de Fargue était le neveu du pape. Louis d'Harcourt va célébrer la messe mortuaire du roi Charles VII. Ce sont donc de très grands personnages. Et ces personnages éprouvent là le besoin d'affirmer leur rang. S'expliquent donc les multiples scènes d'amour courtois, de chasse, qui peuvent surprendre de la part d'un archevêque qui ne doit pas chasser et qui n'est pas le mieux placé pour évoquer l'amour courtois, a priori. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi, à côté de toutes ces scènes aristocratiques, d'autres scènes qui montrent que nous sommes en présence d'un ecclésiastique en plein XVe siècle, dont nous savons que l'inquiétude religieuse était omniprésente. C'est ainsi que, méfions-nous, notre regard d'habitant du XXIe siècle peut nous égarer et nous faire passer à côté de choses essentielles. Nous avons devant nous une scène qui est très explicite. Une dame allongée, nue, la main sur son sexe. Évidemment, tout cela semble très évocateur de la conduite qui a pu être la sienne. On voit bien qu'elle est là pour représenter la luxure. Elle est dans une pose qu'on peut juger lascive de la part d'un archevêque. Elle peut surprendre, mais regardez bien les gueules très menaçantes qui la cernent. L'une est prête à engloutir sa tête, et l'autre, ses membres inférieurs. Regardez bien. Ces gueules-là sont celles du Léviathan. C'est l'enfer. Donc, il n'y a pas que ce discours d'un maître des lieux désireux d'affirmer son rang social. Même si les scènes explicitement religieuses semblent très rares, il y a à côté de cela un discours moral omniprésent. Nous passions à côté parce que nous sommes loin de ces préoccupations, mais nous ne le voyons pas. Regardons par exemple la poutre, que nous avons coutume d'appeler la poutre des danseurs. C'est l'avant-dernière. Sa construction est très symétrique. C'est celle qui nous est le plus accessible. Bon, regardez bien. Au centre, des musiciens, tambour, cornemuse. De part et d'autre de ces musiciens, un même couple de danseurs se retrouve dans des figures de danse différentes, mais au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la partie centrale, on se trouve face à des scènes de plus en plus surprenantes. Encadrant ces couples de danseurs, 4 de chaque côté, un fou, qui regardé se trouve dans une attitude très particulière. Visiblement, il est là pour faire entendre son rire sarcastique et un brin inquiétant. On le retrouve à gauche et à droite. Il encadre les danseurs. On voit bien qu'on est en train de basculer vers autre chose. Nous avions une scène plus ou moins de fête galante, et puis là, brutalement, un brin d'inquiétude est en train de se glisser. Mais allons plus loin, vers les extrémités de la poutre. Et là, nous basculons totalement dans un monde fantastique. Un mammifère à bec d'oiseau. Un oiseau
à tête d'humanoïde. Beaucoup de ces animaux fantastiques que l'on retrouve sur le plafond sont ainsi faits. Une tête d'humain montée sur un corps d'animal. Est-ce fortuit? Peut-être pas. N'y a-t-il pas là un discours moral facile à comprendre? N'est-on pas en train de nous suggérer que certains humains, finalement, se conduisent comme des bêtes? Interprétation gratuite, me direz-vous? Pas sûr. Regardez maintenant l'extrémité de la poutre et le corbeau qui la soutient. Regardez bien. Vous allez retrouver les mêmes mâchoires infernales, les mêmes mâchoires qui encadraient tout à l'heure notre pécheresse. Et maintenant que vous avez repéré ça, regardez les autres poutres qui nous restent, puisque 3 de ces poutres ont traversé le temps. Vous allez voir que chacune de ces poutres se termine par les mêmes mâchoires du Léviathan. Il y a donc un discours moral de l'archevêque qui met en garde. C'est bien visible, c'est contemporain, en leur rappelant que la vraie vie, celle qui compte, est ailleurs. What you're looking at now is something no one could see up to a little while ago. Here are proofs that at least 2 archbishops stayed here at 2 different times in history. The first one is the beginning of the 14th century, with the Archbishop of Narbonne, Bernard de Fargue, who was no less than Pope Clement V's nephew. Bernard de Fargue brought many adjustments to this room. For instance, he was responsible for the wall paintings, which are still partly visible. Also, this room's floor was higher than the one you're standing on now, which was lowered later on, but the former level is indicated by the Archbishop facing you and who's coming from his private chambers. This room, which is 20 meters long and 8.4 meters wide, was undoubtedly a prestigious place at the time, for we know that in 1430 it held a session of the Languedoc États Généraux, where representatives from every religious and civil authorities discussed the general state of affairs of the region. Major works occurred again in this room in the 15th century, with the visits of 2 archbishops, Jean and Louis d'Harcourt, who were successively heads of the episcopal throne from 1436 to 1460. With them, these premises underwent profound transformations. Jean d'Harcourt commissioned the ceiling you can see above your head. He was the one who decided to cover Bernard de Fargue's paintings with a coat of emulsion which still exists on the north wall, and through it you can glimpse parts of the original paintings. But Jean d'Harcourt did more. He also decided to split this room in 3 parts. If you look at the last beam on the far side, you can see on the left-hand side of that beam a lighter shade indicating where a partition used to stand. Now, if you look at the second last beam, underneath it you can spot several notches where a series of tenons and mortices used to hold further partitions. In fact, instead of 1 room, you had 3. Well, first there used to be a corridor. The Archbishop is stepping into it now. Near the fireplace there was a pretty small room which was possibly used on a daily basis when there was no distinguished visitor. You can spot its layout thanks to the traces left by the black smoke on the beams. And finally there was the stateroom, about 100 square meters only, which went from the second last beam to the spot where we are now.
The ceiling is a perfect example of those many long-neglected works that people are slowly uncovering everywhere, and which are of the highest quality, and this is especially true of the Mediterranean regions. It is typical of the 14th and 15th century ceilings in Languedoc. The master beams are from pine trees cut down in 1446. They display decorative paintings with interlaced designs, stylized plants, and you may also spot the Archbishop d'Harcourt's coat of arms. But the main feature of these ceilings is the quality of the closoir seals, those wooden plates lodged between two rafters up there. Originally, there were over 200 of them. Over 100 have survived, and they're easy to examine. Let's look at those closoir plates above our heads. They're 40 centimeter long by 20 centimeter wide each. But these could only be seen from a far distance, as the floor used to be 4.5 meters lower. Therefore, the artists had to find tricks so that people could make out their subjects. That's how they used graphic shortcuts like those you find in comic strips. They outlined the figures with thick black lines. They played with contrasts, with simple lines and a great attention to face expressions. You'll notice that these paintings haven't been restored, and yet through all those centuries, they've kept surprisingly bright hues. They were probably made around 1450. And the diversity of themes is quite surprising. Diverse animals, many birds, and in particular numerous wading birds. But also, apart from all these real animals, there's a whole imaginary bestiary of a striking creativity here. Now, there's also a number of scenes showing the social life of the 15th century, both in the aristocratic class and among the common people. In fact, one feels that the whole universe is concealed behind these surprisingly varied scenes and subjects. It's the personal worldview of a 15th century high-ranking clergyman. Now look, when we're shown a dog, it's a greyhound, an aristocrat's dog. When we're shown a bird, it's often a wading bird. So the assertion of a social rank seems clear here. Likewise, the assertion to devote the closoir seals of a whole beam to the coat of arms of the Narbonne chapter and the d'Harcourts. Not everyone could become Archbishop of Narbonne. As we've seen, Bernard de Fargue was the Pope's nephew. Louis d'Harcourt, he celebrated Charles VII's funerary mass, so these were important characters. And here these characters display their need to assert their rank. That would explain the numerous courtly love or hunting scenes, which may be a surprise coming from an archbishop who's not supposed to hunt and who's not necessarily the most qualified person to evoke courtly love. But that's not all. Beside all these aristocratic scenes, there are others showing how we are indeed dealing here with a clergyman living in the 15th century, a time when religious dread was great. Now, we should be wary. That's how our 21st century outlook may mislead us and make us bypass essential things. Now, we're looking at a very explicit scene here. A woman is lying naked with her hand upon her sex. It's very clear as to how she's been behaving, right? She definitely embodies lust. She is in a position that a clergyman may see as suggestive. It may be unexpected, but look at the very menacing heads surrounding her. One seems ready to swallow her head and the other her legs. Now look at these heads closely. They are those of the Leviathans. This is hell. So this is not just a statement from a master who wished to assert his social rank. Even though the explicitly religious scenes seem very few here, there's also an omnipresent moral message, it seems to me. People would generally pass by, unaware, because these preoccupations are so remote from our life. They just don't see it. But for instance, let's look at the beam that is generally called the dancer's beam. It's the second last one. It is designed symmetrically. It may be the most accessible to us, if you look closely. In the center are the musicians, with drums and bagpipes. On each side, the same dancing couple is pictured in different dance moves, but the further you go from the center, the more surprising the scenes become. Now, framing these dancing couples, 4 on each side, you can see the fool. He displays a very peculiar attitude. Apparently he's here to demonstrate his sarcastic and slightly frightening laugh. He's there on the left and on the right, framing the dancers. This is definitely veering into something else entirely. At first, this seemed more or less like a gallant festivity, and then
Quite suddenly, an element of dread is seeping in with the fool. But let's look at the extremities of the beam. Here we're dealing with a world of total fantasy. A mammal with a bird's beak, a bird with a humanoid head. Many of the fantasy animals pictured on the ceiling, they bear the same features, a human head on top of an animal body. Well, is this just chance? Maybe not. Isn't there a pretty clear moral stance here? Are we not being told that certain human beings eventually behave like beasts? You may object that this interpretation is unfounded. Well, maybe not. Now look at the beam's right extremity and at the crow holding it. Look closely. You'll spot the same hellish jaws as those that enclose the lustful woman. Now that you've spotted this, look at the other two beams that have survived. You'll see that each beam's extremities bear the same Leviathan jaws. Therefore, the Archbishop was making a moral statement, and it's clear that he was giving his contemporaries a warning, reminding them that the true life, the one that holds any worth, was not on this earth.